Bonjour, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Bienvenue à bord de notre vol reliant San Francisco à New York. Attachez vos ceintures, je vais vous détailler ce qui se passe dans l'avion à différentes étapes du vol. L'embarcation se fait toujours du côté gauche, car c'est le côté où est installé le pilote. Cela lui permet donc d'aligner aisément l'avion avec la passerelle d'embarquement. D'autre part, c'est du côté droit que l'avion est ravitaillé en carburant et que les bagages sont chargés. Tandis que les passagers embarquent par la gauche, l'équipage peut donc faire son travail sans être dérangé. Si ton but est de quitter l'avion aussi vite que possible à l'atterrissage, choisis un siège côté couloir à l'avant de l'avion. Si tu préfères un vol confortable, installe-toi au milieu de l'avion. Les turbulences y sont moins perceptibles. Encore mieux, en choisissant un siège à côté d'une issue de secours, tu auras plus d'espace pour tes jambes et tu pourras même en profiter pour t'étirer. Si ta priorité est la sécurité, la meilleure option se situe à l'arrière de l'avion. Une fois installé, prends le temps de repérer les sorties de secours et compte le nombre de rangées qui te séparent de la sortie la plus proche. Cela peut te sauver la vie s'il te faut quitter l'avion au plus vite. Tu trouveras la sortie facilement, même dans le noir complet. Il te suffira alors de compter les sièges à tâtons afin de retrouver la sortie localisée en avance par tes soins. Embarquement terminé, préparez-vous au décollage. Le personnel de cabine parcourt les allées pour s'assurer que tous les passagers suivent bien les instructions. C'est fait, tout le monde est attaché, les volets sont ouverts, il n'y a personne dans les toilettes et le couloir est dégagé. Alors pourquoi sommes-nous encore à l'arrêt? Paré au décollage. Il se trouve qu'en fait, l'avion doit attendre un moment avant tout pour des raisons de sécurité. Lorsqu'un avion décolle, il génère deux forces puissantes. La première est le jet wash, un gaz ultra rapide dont la puissance est telle qu'il peut facilement retourner une voiture. Il faut donc avant tout s'assurer que personne ne se trouve dans les parages. L'autre force en jeu vient des tourbillons formés à la pointe des ailes par le vent qui permet l'envol. Ces puissantes forces rotatives partent des deux ailes et restent en présence pendant environ 3 minutes après le décollage d'un avion. Si un autre avion prend son envol alors que ces tourbillons sont encore présents, le pilote pourrait perdre le contrôle de la rotation de l'appareil et l'avion finirait par se retourner et s'écraser sur le tarmac. C'est pourquoi aucun avion n'est autorisé à décoller sans attendre au moins 3 minutes après le départ de l'avion précédent. Retour à la cabine du pilote. On y trouve deux personnes, le pilote et le copilote. S'il arrive quelque chose au pilote, le copilote peut alors prendre le relais. Tous deux doivent manger des plats différents pour réduire tout risque d'intoxication commune. Pendant que le premier contrôle l'appareil et règle le pilote automatique, le second surveille les commandes et ou communique avec la tour de contrôle. Il existe aussi des checklists contenant les normes de sécurité à respecter à différentes étapes du voyage. Ainsi, pendant que le commandant se concentre sur l'itinéraire, le copilote peut compléter les checklists et s'assurer que tout se déroule comme prévu. Voler est très coûteux. C'est pourquoi les passagers, autant que les compagnies, souhaitent que le vol soit aussi rapide et court que possible. Le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Pourtant, les trajectoires aériennes ressemblent plutôt à des arcs de cercle. Eh bien, c'est parce que la Terre n'est pas plate, comme l'est une carte, mais sphérique. Les trajectoires des avions sont bien rectilignes en réalité et deviennent courbes une fois projetées sur une carte plane. Chaque compagnie aérienne veut que chaque avion effectue son trajet de la manière la plus efficace, mais avec des centaines d'avions qui volent chaque jour, souvent dans la même direction, les routes aériennes sont très fréquentées. Les données relatives à l'itinéraire de chaque avion sont donc planifiées à l'avance et téléchargées dans le système. Il y a toujours plusieurs routes possibles afin que le pilote dispose d'alternatives si quelque chose se passe mal ou si les conditions météo évoluent. Le commandant peut activer le pilote automatique qui contrôlera l'avion en suivant le plan de vol téléchargé et maintiendra des données comme l'altitude, la vitesse et la direction. Les pilotes garderont un œil sur ce dernier tout en se concentrant sur d'autres tâches comme la navigation, la planification et la communication avec le contrôle aérien. Au sol, le contrôle aérien est géré par des aiguilleurs qui surveillent les avions et s'assurent qu'ils ne se rapprochent pas trop les uns des autres. Le trafic aérien est particulièrement dense à certains endroits. C'est pourquoi, quand un avion entre dans une telle zone, il doit suivre un itinéraire très précis. Il existe aussi des points définis appelés balises d'aide à la navigation, abrégées en navettes. Ce sont des appareils au sol qui envoient des signaux radio vers le ciel pour aider les avions à se localiser. Il y a aussi les waypoints, qui font office de points de repère nécessaires à la géolocalisation. Ils sont implantés dans les systèmes GPS et les avions doivent les suivre.
En gros, l'idée est de voler d'un waypoint à un autre jusqu'au lieu de destination. Il est temps maintenant d'amorcer la descente. Tu peux voir l'altitude de l'avion sur le panneau de contrôle. En connaissant la vitesse de l'avion, les pilotes peuvent calculer à quelle distance ils doivent commencer à décliner. Si leur altitude est de 27 000 pieds, 8 200 mètres, et que leur vitesse est de 300 000 nautiques par heure, 555 km/h, le premier nombre divisé par le second donne 90 000 nautiques, 166 km. C'est à partir de là qu'ils devront amorcer la plongée pour maintenir une bonne trajectoire de descente. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte comme la vitesse et la direction du vent ou une chute irrégulière de vitesse. Pour atterrir, les pilotes doivent obtenir l'autorisation de la tour de contrôle. Parfois, en raison du trafic, ils ne l'obtiennent pas immédiatement. Ils doivent alors continuer de voler à la même altitude en attendant, s'éloignant ainsi de leur trajectoire de descente initiale qu'ils reprendront une fois l'autorisation obtenue. Le décollage et l'atterrissage sont les phases les plus cruciales et les plus dangereuses d'un vol, car le pilote dispose de peu de temps et d'espace pour réagir en cas de problème. En altitude, même si les deux moteurs cessent de fonctionner, l'avion ne se mettra pas instantanément à chuter, mais il planera un moment pendant environ 1 000 d'altitude tous les 10 000. Le pilote aura donc environ 8 minutes pour trouver un endroit sûr où atterrir. Si un moteur tombe en panne pendant le décollage ou l'atterrissage, les pilotes n'ont que quelques secondes pour décider s'ils continuent de monter en altitude pour régler le problème en vol ou annuler la manœuvre. Même si quelque chose survient, l'annulation du vol n'est pas toujours une option. Quand l'avion atteint les 160 km/h, il est absolument impossible de l'arrêter avant le bout de la piste. Et sortir de la piste n'est pas particulièrement souhaitable. Pour assurer la sécurité de tous, les règles concernant ces étapes sont particulièrement strictes. C'est pourquoi on demande toujours d'activer le mode avion de ton téléphone pour s'assurer que les signaux ne puissent pas interférer avec les systèmes électroniques de l'avion ou bloquer la fréquence radio. Tu as déjà entendu les sortes de grésillements que peut émettre une enceinte parfois quand ton téléphone portable reçoit un appel et qu'il est proche de celle-ci. Ce sont ces interférences que le pilote pourrait entendre au lieu des instructions lorsqu'il communique avec le contrôle du trafic aérien. Même la plus petite interférence peut provoquer de graves confusions. Seuls certains appareils peuvent causer ce genre de problème, et selon une combinaison de facteurs, le type de téléphone, la distance entre le téléphone et la cabine, et le nombre de dispositifs qui ne sont pas en mode avion. Le personnel de bord ne peut pas localiser la provenance des interférences, ni identifier les passagers n'ayant pas activé ce mode. Mais les pilotes sauront toujours si beaucoup de passagers n'ont pas joué le jeu. Tu dois aussi garder le store de ton hublot ouvert pendant le décollage et l'atterrissage. Tes yeux s'habitueront ainsi à la lumière ou à l'obscurité extérieure, et en cas d'urgence, pendant ces deux étapes risquées, une fois ajusté à la lumière naturelle, tu pourras réagir et évacuer plus vite. Ce qui est absolument crucial quand chaque seconde compte. C'est pour cette même raison que les lumières sont tamisées dans l'avion, le but étant de maintenir une luminosité similaire entre dehors et dedans. Une autre raison pour justifier l'importance de garder les stores des hublots ouverts, les personnes se trouvant hors de l'appareil pourront ainsi plus facilement voir ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, ils peuvent se rendre compte de la présence d'un feu et sa localisation, et ainsi mieux planifier l'évacuation. Il faut aussi replier ta tablette et redresser ton siège pour qu'en cas d'urgence, il n'y ait aucun obstacle. Tout le monde doit pouvoir quitter l'avion aussi vite que possible. Les passagers ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes pendant le décollage et l'atterrissage, parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité à l'intérieur, pas d'issue de secours et que ce n'est globalement pas un endroit sûr. Une personne peut y rester piégée pendant une évacuation. Le pilote n'est même pas autorisé à décoller ou à atterrir si quelqu'un est dans les toilettes. On dirait qu'on est prêt pour l'atterrissage. Bienvenue à New York!